Il revient alors que nous sommes séparés. Il prétend qu'il veut me parler, qu'il a des choses à me dire, il veut me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que c'est notre sensualité incroyable qui lui manque? Est-ce que c'est un prétexte de plus pour essayer de coucher avec moi en me faisant des promesses sans me donner ce que je demande depuis 2 ans? Ou est-ce qu'il a vraiment réfléchi? Quelle est la meilleure attitude à choisir? Dans quel contexte? Dans quel objectif? Comment faire passer mon message? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne, sans passer par la case phobique de l'engagement, angoissé du bulbe, en colère contre les femmes, pervers, en train de se venger de son ex. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Avant d'aller plus loin, je vous suggère de vous inscrire à mon prochain webinaire, dimanche 6 mars à 20 h, sur un thème qui devrait vous plaire, la méthode implacable pour attirer directement la bonne personne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Je fais cette vidéo parce que je suis inspirée par une de mes coachées, appelons-la Samantha. Elle a posté dans le Love Circle un message en urgence. Help, help, il veut me voir, il a réfléchi, il veut parler. Samantha m'a évidemment inspiré cette vidéo dans la mesure où elle a reçu ce message. Comme par hasard, après avoir refusé de répondre à son message de bonne année, et après avoir posté les photos sur Instagram, comme quoi elle s'amusait. C'est une des stratégies de base post-rupture, mais ponctuellement, ça fonctionne. Dans ce cas, le « fuis-moi, je te suis » a fonctionné, le « je crâne, je n'ai plus besoin de toi » l'a atteint, et voyant qu'elle avait l'air de s'amuser sans lui, il est possible qu'il se soit senti en perte d'emprise. Il s'est donc peut-être créé en lui une espèce d'angoisse de perte de possession, et il revient. Et quelle est la meilleure façon de récupérer une femme avec laquelle on a eu une relation qui a duré 2 ans et qui s'est arrêtée parce que monsieur ne voulait pas s'engager? C'est de laisser entendre qu'il va lui promettre ce qu'elle attend depuis si longtemps. Je connais bien son histoire puisque je l'accompagne depuis plus d'1 an dans cette relation avec cet homme, et si nous avons obtenu beaucoup de choses de ce garçon, il n'a jamais accepté de présenter ses parents et d'envisager la vie commune, ce qui est le rêve de Samantha. Ils se sont, comme beaucoup de couples, séparés, repris, reséparés, repris à nouveau. À chaque fois, elle obtenait quelque chose, une avancée, on ne peut pas le nier. Malheureusement, de petite victoire en petite victoire, elle était confrontée à l'hyper-présence de l'ex, un grand classique quand il y a des enfants et des gardes partagés, et au fait que sur son projet initial, à savoir la vie commune, ça n'avançait pas. Il revient pour la énième fois. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ces hommes qui reviennent et vous dire dans quelle mesure c'est une bonne idée de les accueillir, et surtout, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Je suis très inspirée par ce lieu, la citadelle d'Amman en Jordanie, et j'espère que vous apprécierez les paysages dans lesquels sont nées mes réflexions de ce jour. Alors, de mon point de vue et compte tenu des circonstances, ça pue. Je pense que c'est une stratégie pour essayer de la récupérer, d'autant qu'elle l'a vu sur Tinder, donc il drague. Mais visiblement, il semble qu'il n'y ait pas obtenu de grande satisfaction, ou peut-être que sensuellement, ce n'était pas au niveau de la relation qu'il avait avec Samantha, et il faut dire que c'était une qualité exceptionnelle sur le plan sensuel et que c'est sans doute une des raisons qui a fait que cette relation a duré malgré les frustrations, comme souvent les relations érotisées et condamnées. Alors on va quand même parler de ce qui se passe en général, à savoir qu'il y a des hommes qui finissent par céder. Et oui, ça arrive. Du coup, ça pose la question suivante. Faut-il mettre la pression ou pas ? Parce que si on ne met pas la pression, parfois, et même souvent, il ne se passe rien. Et si on la met, je constate, à travers mon expérience du terrain, qu'une fois sur 2, l'homme accepte parce qu'il n'a pas envie de la perdre, parce que c'était pas le moment, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle lui manquait, mais qu'en fait, il a cédé à la pression. Et du coup, il va y avoir une forme de rétorsion inconsciente. Et ce serait effectivement intéressant de savoir ce qui s'est joué pour lui à ce moment-là, dans le cadre de sa propre histoire. Ce que l'on peut dire d'une manière générale, c'est que l'ultimatum numéro 1 est celui qui fonctionne le plus, et le mieux. Et c'est normal. Parce que si vous avez passé votre temps à dire je pars, je reviens, je te quitte, je reviens, et parfois à ramper après l'avoir quitté, lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est que la plupart du temps, chaque fois que vous le quittez, vous revenez. Donc il n'y croit pas une seconde. Le premier ultimatum doit être réfléchi, pensé, accepté, et surtout vous ne devez pas mollir derrière. Lorsque l'ultimatum est posé, et je parle bien du premier, si vous revenez, vous perdez toute votre crédibilité. Si vous vous lancez dans ce type d'ultimatum, c'est parce que vous êtes prête à tenir votre position,
et que vous pouvez envisager qu'il ou elle ne reviendra jamais, que vous l'avez perdu et que c'est une prise de risque que vous acceptez. Quand vous avez déjà vécu X ultimatum et que vous êtes revenu à chaque fois, la seule chose que vous puissiez espérer, c'est que ce soit lui ou elle, bien sûr, qui revienne. Comme ça, c'est vous qui détenez le là, et il faut le dire, même si c'est horrible, vous avez le pouvoir à ce moment-là précis, puisque c'est lui qui revient, ou elle, bien sûr. En gros, c'est vous qui avez les rênes. Donc, dans le cas de Samantha, je l'invite à lui demander dans un premier temps ce qu'il a à lui dire et à lui partager par écrit, de façon à ne pas foncer immédiatement et de façon réactive dans le rendez-vous, parce que c'est ce qu'il attend. Ce qui nous amène évidemment à la règle numéro 2. Si votre ex ne revient pas, vous avez beau regarder toutes les vidéos sur le sujet, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, c'est qu'il n'en a pas l'intention, c'est qu'il n'en a pas l'envie. Et ça veut dire aussi que vous allez y passer des années pour rien, parce qu'il n'a fondamentalement pas l'intention de revenir. Et quand il reviendra, peut-être, au bout de 2 ans, ça arrive quand même, juste pour vérifier qu'il a toujours une espèce d'emprise sur vous. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. À ce moment-là, donc, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer, parce que le temps aura passé pour lui d'une manière bénéfique, alors que vous serez perdu dans des pleurs, des angoisses, et vous aurez fait du surplace au lieu d'utiliser cette énergie au service de votre cause et de vos propres projets. Je ne nie pas la douleur du deuil, évidemment, mais à deuil égal, il y a plusieurs façons de se comporter. Comme vous venez de le voir, Samantha a le lead. Pourquoi est-ce qu'elle a le lead? Parce que c'est lui qui est en manque. Peut-être en manque sexuel, peut-être en manque affectif, peut-être en manque de l'idée d'elle, probablement un peu des trois. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'elle va faire, c'est lui envoyer quelque chose par écrit pour savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Il est fort probable, naturellement, qu'il voudra lui parler en tête-à-tête, mais au moins, il aura eu un obstacle avant le rendez-vous. Ce qui le mettra déjà dans une position plus humble. On arrive au moment du rendez-vous, donc à la règle numéro 3. Un lieu neutre, pas chez lui, pas chez vous, pas un lieu chargé de souvenirs. Lieu neutre certes, mais agréable, ça peut être une promenade, ça peut être un resto, tout dépend où vous habitez, et le temps qu'il fait dehors, bien sûr. Parce que vous pouvez être en plein mois de mai et il peut pleuvoir des cordes. Évitez évidemment la voiture, qui est un lieu intime, qui pourrait générer une rencontre des corps plus rapide que prévu. Pourquoi un lieu neutre? Parce que lui va vouloir coucher. C'était tellement bien qu'il veut retrouver la saveur de vos échanges intimes, la saveur de cette rencontre des corps. Ça lui manque évidemment, et elle, encore amoureuse, risque de craquer. Règle numéro 4. Pendant le rendez-vous, le laisser parler. Évitez de vous toucher. Ne lui laissez pas prendre votre main tout de suite. Créez une distance émotionnelle, de façon à ce qu'il soit dans le doute. Le laisser parler, écouter, ne pas répondre, c'est important. Lui dire que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin de temps, que pour le moment, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. J'ai utilisé cette expression, vous l'adaptez avec votre propre vocabulaire. Nous arrivons donc à la règle numéro 5, qui est la plus importante. Il faut qu'il pratique. En d'autres termes, il doit prouver sa motivation. Il est invité à vous montrer que son retour n'est pas du pipeau, qu'il a envie de partager du temps avec vous et de mettre en place tout ce qu'il a refusé de mettre en place au préalable. Alors il n'est pas question d'un chantage, présente-moi tes parents et je reviens avec toi, et que lui réponde reviens avec moi et je te présenterai mes parents. Il est question de montrer par les gestes, par le temps passé avec vous, par les intentions et par les attentions qu'il est vraiment là pour vous. Il y a quand même un gros piège que j'ai très souvent vu, qui est le suivant. Madame a quitté monsieur, monsieur revient en pleurant, récupère madame, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et il finit par la quitter, en général assez rapidement, pour avoir l'honneur de la quitter lui-même, et de ne pas se sentir largué. C'est une phase d'ego malheureusement fréquente, et c'est aussi pour ça que cette phase de reconquête doit être extrêmement lente et progressive. Si vous allez trop vite dans l'intimité, il aura l'impression que c'est acquis, et vous risquez de vous retrouver au même point que lors de la dernière rupture. Je me permets d'insister. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de le laisser venir et de voir ce qu'il a à vous proposer. Pour autant, vous vous doutez bien que si vous êtes obligé de vivre des relations avec des hauts et des bas, un peu comme dans le livre Qui a peur de Virginia Woolf, ou la relation Burton-Taylor, qui d'ailleurs ont incarné les héros du film du même nom, si vous êtes obligé de vivre à travers des ultimatums, des chantages affectifs, des suis-moi je te fuis, des disparitions programmées, des exigences, des demandes souvent non satisfaites, et que le rapport de force est devenu votre quotidien, c'est bien que quelque chose ne va pas et qu'il y a un problème, en tout cas un dysfonctionnement. Le problème vient en partie de votre casting, donc du choix que vous avez fait, mais pas seulement. Le choix que vous avez fait est complètement lié à votre histoire personnelle, qu'il s'agisse d'une situation récente ou beaucoup plus ancienne, peu importe, et cette situation vécue a influencé votre choix. Qu'est-ce qui fait qu'entre l'autre et vous, il y a la rivale, la fameuse tierce, l'ex omniprésente, la mère ou le père tyrannique, une rivale potentielle qui lui court après, une ex
d'avant la précédente, qui refait surface. Bref, entre l'autre et vous, il y a cette fameuse tierce. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et cette tierce-là, elle n'arrive pas dans toutes les histoires. Il y a plein d'histoires dans lesquelles il n'y a pas de tierce. Parce que le programme de cette personne qui ne vit pas la tierce n'est pas de se retrouver à partager la vedette avec une tierce qui occupe tout l'espace. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas d'autres problèmes. En l'occurrence, pas celui de la tierce, ce qui nous montre que ce n'est pas un hasard si Samantha l'a vécu. Cela pose la question de la disponibilité de Samantha, ou la vôtre si vous regardez cette vidéo, à occuper la première place, et bien sûr de votre capacité à occuper cette première place. Il y a la disponibilité, mais il y a aussi la capacité. Est-ce que j'ai le droit? Ça nous renvoie bien sûr à la notion de mémorial, dont je ne peux vous donner les détails puisque je ne connais pas votre histoire. Et ce mémorial, souvent, vous empêche d'occuper cette première place. Cette difficulté à occuper cette première place fait que vous subissez en permanence des dysfonctionnements de vos relations amoureuses qui se répètent, le même avec un autre pull, mais vous ne le voyez pas forcément tout de suite parce que justement le pull est différent et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de point commun. Je vais maintenant vous donner 3 clés pour pouvoir avancer dans cette relation chaotique. C'est déjà de vérifier, dans un premier temps, si vous ne seriez pas dans une posture qui vous ramène à trouver normal d'accueillir la tierce dans votre vie. Souvent, j'ai remarqué, vous avez du mal à repérer la tierce parce que vous êtes tellement habitué à ne pas avoir la première place que c'est complètement normal pour vous. Et c'est vraiment dommage parce que le fait de ne pas identifier la tierce va faire que vous ne verrez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Et pourtant, la tierce et son identification, à savoir la place occupée dans votre histoire, représente un fil conducteur pour nous amener à la deuxième clé, pour pouvoir sortir de cette situation qui sent pas la rose. Cette deuxième clé consiste à écouter votre ressenti, c'est-à-dire dans quel état vous êtes, qu'est-ce que vous sentez face à la tierce, face à cette situation pourrie, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal, d'une addiction ou encore d'un blocage, qui fait que cette situation, ce blocage, cette personne passe avant vous et empêche la relation d'avancer. La troisième clé, vous l'attendiez, consiste naturellement à donner du sens à ce ressenti et à tous les ressentis passés que vous avez vécu, traversés, pour remonter à la source, ou en tout cas à une des sources. C'est un travail un peu délicat, certes. C'est pas toujours quelque chose que vous pouvez faire seul. Quand vous le faites tout seul, toute seule, vous avez parfois tendance à protéger des personnes de votre histoire que vous ne voulez pas abîmer, en réalisant que leur rôle n'a pas forcément été tout rose, ce qui fait que vous pouvez avoir la trouille d'y aller, ou que vous ne parvenez pas à comprendre ce qui se passe, comme si vous vous retrouviez tel le lapin dans les phares de la voiture la nuit, avec cette espèce d'absence et de brouillard qui caractérise mes coachés quand quelque chose les dérange. C'est pour ça qu'un bon accompagnement me semble une vraie clé de résolution. Et si vous n'avez pas les moyens pour un coaching privé, vous pouvez faire un audio gracieux que je mettrai sur la chaîne YouTube, et je peux changer votre prénom et vous aurez une réponse plus concrète aux questions que vous vous posez. Ou alors vous rejoignez notre prochain webinaire, la méthode implacable pour attirer directement la bonne personne, ce qui vous amènera à comprendre la marche à suivre, mais peut-être que vous pourrez bénéficier d'un coaching. Vous trouverez le lien ci-dessous. Alors vous-même, est-ce que vous avez déjà été dans ces situations de rupture, de récupérer votre ex, d'utiliser les stratégies que vous avez vues sur les vidéos YouTube? Et est-ce que ça a marché? Est-ce que finalement vous avez obtenu gain de cause ou est-ce qu'au contraire c'est allé de mal en pis? N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios, chaque mardi et chaque vendredi, en dehors des vacances de Noël et du mois d'août.